C'est à Collioure, sur la côte Vermeille, que ce reportage va nous emmener, et plus particulièrement dans les vignes en terrasse, plongeant dans la Méditerranée. C'est dans cette nature préservée que nous allons rencontrer Dominique Récassens, viticulteur depuis plus de 20 ans. Il va nous faire découvrir tout au long des saisons les différentes étapes de la culture de la vigne qu'il travaille exclusivement manuellement. C'est dans ce décor aux climats ensoleillés et soufflé régulièrement par la tramontane que ce viticulteur 100% autodidacte va nous faire découvrir comment est cultivé ces grands vins issus d'un terroir d'exception. Collioure blanc, rouge, rosé, Banyuls Grand Cru. Notre premier rendez-vous se situe au mois de février, là où la vigne a besoin d'être taillée. Je m'appelle Dominique Récassens, je suis viticulteur à Collioure depuis 2001. Là, nous sommes sur une parcelle qui est située au Correc d'Ambaus à Collioure, ça veut dire ruisseau des bœufs en catalan. Et cette parcelle, c'est du grenache blanc que j'ai planté en 2002. Et si vous voulez, on va aller vous montrer un peu la taille. Le travail le plus important de l'année. C'est ce qui va déterminer un peu ce qu'il va y avoir comme la quantité de raisin. Donc là, on vise toujours deux yeux, s'il va vers le bas, donc pas bon. Là, on part sur du grenache blanc, donc il faut faire une coupe très rase, à razzat, comme on dit. C'est-à-dire que là, vous voyez, lui, de façon à ce qu'il n'ait pas un qui repousse, il faut le couper à ras. C'est-à-dire que là, avec ma petite main, j'appuie, de façon à ce que ce soit bien blanc, pour pas qu'il ne repousse. Hop. Là, sur ce cep, nous avons 6 coursons. Ça fait que si ce bourgeon casse ou celui-ci, il y a celui qui est en dessous là, de la couronne qui va repartir. De façon à ce que l'année prochaine, pour avoir un sarment, pour avoir de quoi tailler. Ça mérite un prix Nobel, ça. Parce qu'avant ça, c'était des sécateurs qu'on tenait à la main, comme ça, qui te permettaient d'avoir une belle tendinite au niveau du poignet, du coude, de l'épaule et des cervicales. Depuis ça, là, ça va beaucoup mieux, tu ne te fatigues pas et tu fais du très bon travail parce que ça se règle. Quick, quand c'est plus grand, quand tu vas faire des sarments qui sont plus gros ou des bras que tu veux couper parce qu'ils sont cassés, tu te sers de ça. Le seul petit souci de ça, c'est qu'il faut l'acheter. Personne ne te le donne. Et que ça coûte une fortune. Ici, comme tu peux le voir, on a une agouille. C'est-à-dire que c'est un système d'évacuation d'eau, parce qu'on est sur un climat méditerranéen et quand il pleut pas souvent, mais quand il pleut énormément. Et pour éviter que tout s'écroule, les anciens ont dessiné ces rigoles qu'il ne faut surtout pas boucher et qu'il faut surtout entretenir. Là, l'amélioration du XXIe siècle, c'est d'avoir mis des traverses pour ne pas avoir à les sauter. Voilà. Donc, nous sommes toujours sur du grenache blanc. Et là, je vais te montrer une autre façon de tailler qui s'appelle le cordon roya. Là, au démarrage, c'est le même principe que le gobelet. Seulement, il faut arriver à le mettre comme ça. C'est une mini treille, quoi. La taille, ça commence à partir de quelle période de l'année? Dès que la feuille ne remplit plus son rôle de photosynthèse. C'est-à-dire dès qu'elle est jaune ou dès qu'elle est tombée. L'idéal, c'est qu'elle soit tombée. Parce que, regarde, là, les feuilles sont tombées depuis quelques semaines déjà, mais le sarment, il est toujours vivant. Et la sève, une fois qu'elle est arrivée en haut du sarment, elle redescend. C'est pour ça que sur ce type de cépage, je n'étais pas vraiment pressé pour tailler. Et c'est ainsi que Dominique va tailler toutes ses vignes pendant plusieurs semaines. Nous profitons d'un déplacement entre deux parcelles pour qu'il nous explique les différents cépages qu'il produit. Les cépages emblématiques du cru sont le grenache noir, le grenache gris et le grenache blanc. Pendant des décennies, tu as fait deux types de vins. Tu as fait du vin doux naturel, c'est-à-dire le Banyuls, dans lequel les 3 cépages rentrent, et après tu fais du vin sec. Ce qu'il y a, c'est qu'avec le climat dont on bénéficie, ton vin sort sans forcer à 15-16 degrés. C'est plus à la mode ça. Plus personne en veut du vin qui fait 16 degrés. Vin de table, hein, attention. Hein.
Donc ça fait qu'il y a une cinquantaine d'années, tu as commencé à planter des cépages qui ne sont pas originaires d'ici. Style la Syrah, par exemple, comme dans la vallée du Rhône, pour assouplir un peu tout ça. Enfin, 50 ans, il y a quand même une trentaine d'années. Et ça dépend où tu les as implantés, ça donne de très bons résultats et d'autres moins. De façon à assouplir un peu les vins et surtout de s'adapter au marché et aux consommateurs. Parce que c'est pas tout de fabriquer des vins pour les vendre. Pour multiplier des cèpes de vigne, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez prendre une graine d'un pépin, le planter et attendre une petite repousse, c'est pas impossible à faire. Vous pouvez prendre un sarment, le planter aussi, ça s'appelle un pied franc, ça c'est ce qui se faisait avant le phylloxéra. Et vous pouvez prendre un pied américain sur lequel vous greffez ce cépage, comme ça le phylloxéra n'embête pas, ne nuit pas du tout à ce pied. Et pour le multiplier, vous pouvez prendre un sarment aussi, vous le faites passer dans le sol, vous laissez le bourgeon à l'extrémité, comme c'est le cas ici, et là vous enlevez les bourgeons. C'est avec un pied, vous en faites un deuxième. Et c'est avec cet outil, appelé le chavik, que Dominique va nous montrer comment il le réalise. Là maintenant tu prends ton sarment, tu l'enterres. C'est-à-dire que tous les bourgeons qui sont dans le sol vont se transformer en racines. Donc là. Et là, à partir de ces deux bourgeons, tu te fabriques notre cèpe. Un truc que j'ai oublié de te parler, c'est la différence d'altitude. Rappelle-toi celle qu'on est allé voir, le syndicat initiative qui est en dessous du Saint-Elme, c'est la plantation 2003, c'est du Mourvèdre. Là aussi, c'est la plantation 2003, c'est du Mourvèdre aussi. Il y a un écart pendant les vendanges, il y a un écart de degrés entre celle d'en bas et celle d'en haut. C'est le même cépage, c'est le même bonhomme, c'est le même produit, c'est le même clone. Il y a à peu près 150 mètres de différence d'altitude, si on peut appeler ça de l'altitude. Donc celle-là est prête à vendanger une semaine avant l'autre. Dominique deviendra viticulteur par passion. Son premier métier était dans la restauration, mais il se rend compte très vite que ce n'était plus pour lui. Alors, en 1998, il décide de s'acheter sa première vigne. Et là, c'est la révélation. Il retourne donc à l'école pour apprendre ce métier. Il continuera encore quelques temps de travailler, mais très vite, il deviendra viticulteur à 100% pour son plus grand plaisir. Et 20 ans après, il se retrouve avec 26 parcelles qui ont toute une particularité. Il leur a donné tous un petit surnom. Cette zone s'appelle une zone de vigne coupe-feu, de façon à ce que le village ne brûle pas. En 2002, ça a été arraché, défoncé, prêt à planter. Et là, tout le monde a mis la main à la poche, l'Europe, le pays, la région, le département, tout le monde. Ça fait que maintenant, vous avez quelques hectares, ça permet au village de ne pas brûler. Certaines parcelles ont des piquets et pas d'autres. Il nous explique la différence par rapport à l'ensoleillement. Les piquets, tu peux les mettre sur tous les cépages. L'avantage du piquet, sans parler du coût et de la façon de le mettre, qui est des journées où tu le mets où c'est pas rigolo du tout, une fois que tu l'as mis et que tu l'as payé, ton cépage, au lieu d'être comme ça, il est comme ça. C'est-à-dire qu'il prend mieux le soleil, le vent, il se ventile beaucoup mieux et ça t'évite de le traiter. C'est un cépage qui est très sensible et qui n'aime pas trop l'odium. L'odium, c'est une maladie cryptogamique. Cryptogamique, c'est le côté chic pour dire champignon. Parce que les cèpes et les girolles aussi, c'est des champignons, mais bon, c'est meilleur à manger que de l'odium. Et pour éviter d'avoir des maladies, tu les mets comme ça, et en principe, ça peut aider, à part les années où il y a une grosse pression, où là tu ne peux pas faire autrement que de traiter, en principe, tu peux éviter. Il existe sur le cru un coléoptère qui nous embête un peu parce qu'il mange les pieds de vigne. Ça s'appelle le Vesperus chatartis. Vous avez un piège là, avec une phéromone, ces petites capsules rouges, qui appelle le mâle pour qu'il vienne se mettre dans cette boîte, de façon à ce qu'il n'y ait pas de rencontre avec la femelle
les mâles, c'est eux là, vous voyez. La femelle est beaucoup plus grosse, comme souvent dans ce genre de cas. Et elle est là. Cette bestiole s'accouple, pond des œufs qui deviennent des larves. La larve tombe dans le sol. Et une fois qu'elle est dans le sol, elle mange les pieds de vigne. Généralement, avant de mourir, elle fait des œufs qui viennent se mettre là. Vous en trouvez un peu de côté de Maury, vous avez côté un peu de la Catalogne Nord. Mais comme là-bas, il n'y a pas beaucoup de vignes, ça a été un peu abandonné. Et la lutte contre cette bestiole devient compliquée parce que ça n'intéresse pas grand monde. Il se trouve sur cette parcelle un nori, c'est-à-dire une cabane en pierre sèche qui est là depuis qu'il y a des hommes, des humains, et qui a une particularité, c'est que le toit, et les pierres, il n'y a pas de ciment, ça tient par, pas dire par un miracle, mais par une technologie très, très abandonnée. Plus personne ne sait le faire ça de nos jours. Donc comme tu as pu le remarquer, il y a un peu de tramontane. Tramontane qui arrive plein nord, là. Donc une fois que la taille est finie, on va se retrouver maintenant fin mars, début avril. Ouais. On va greffer et on va mettre les diffuseurs de phéromones pour pas que le papillon vienne copuler dans les vignes. Nous allons mettre ces petits brins rouges pour lutter contre le démis, le papillon qui pond ses œufs dans les grappes. Une fois que l'œuf est clos, ça donne une larve. La larve, pour se nourrir, elle passe d'un grain à un autre, elle mange, elle mange, elle mange. Donc la grappe est sèche ou pire est pourrie. Donc dans les deux cas, tu perds beaucoup de poids, donc d'argent. Et donc tu mets ça de façon à ce que le papillon il aille voir ailleurs. C'est un répulsif, c'est-à-dire que c'est un diffuseur de phéromones, c'est-à-dire qu'il ça sature l'air de phéromones et ça permet le papillon femelle et mâle ne se trouvent pas. La difficulté, si on peut parler de difficulté, c'est qu'il te faut mettre 500 brins comme ça à l'hectare. Et la difficulté, c'est qu'il faut le mettre par rapport à l'espacement des pieds. Donc celle que je viens de faire, il y avait 2 mètres entre chaque rangée et 1 mètre entre chaque pied, c'est-à-dire que tu le mets tous les 5 pieds. Tu mets un truc comme ça, tu mets un brin. Donc tu fais une rangée, c'est-à-dire que je vais faire celle-ci là, je vais sauter celle-là, je vais reprendre sur celle-là. Celle-là, une sur 2, tu fais une rangée sur 2. C'est parti. Ça diffuse une phéromone et la phéromone, elle descend comme ça. C'est-à-dire qu'il vaut mieux en mettre plus en haut qu'en bas. Donc j'étais là, je passe là, je passe là. Quand on lui demande la définition de son métier, sa réponse est sans appel. Simplement, aide-toi, le ciel t'aidera. Attends rien de personne. Il faut s'apercevoir qu'il y a un certain changement climatique quand même. Ça, même si tu ne travailles pas dehors, tu t'en aperçois clairement. Hein. C'est les gens qui nous gouvernent qui sont vraiment incompétents, quoi. Parce que c'est sympa d'acheter des canadaires, mais tu ne règles aucun problème. Tu ne règles pas le problème de l'agriculture. La friche avance à vitesse grand V. Personne ne s'en occupe, ça brûle, il y a des drames, des morts. Et alors quoi, on attend l'été prochain pour qu'il y en ait un peu plus? Ce matin, nous allons planter du cépage Syrah. On en a 4 à faire. Donc là, vous pouvez le remarquer. Là, c'est le plan américain. Et là, le greffon qui a été fait en pépinière et avec de la cire autour pour pas qu'il y ait de l'air. Pour planter ça, on va se servir d'un câble, un tir ancestral, et nous allons prendre un peu d'eau. Et ce qui se passe quand on met du bois dans de l'eau, il flotte. Et il faut éviter qu'il y ait de l'air là en bas, là, au niveau des racines. Donc ça va, je vais kitcher, appuyer. Là, je vous montre, hein. Allez, un peu d'eau. Et là, je vais prendre les Josiane. Voilà. Elle est là. Et là, je vais vous montrer que des Josiane, j'en ai 2. Je vis dans le luxe.
celle-ci là, c'est la Josiane qui me sert quand je travaille tout seul. Et ça, c'est celle-ci qui me sert quand il y a quelqu'un qui m'aide. Voilà, donc aujourd'hui, je vais prendre celle-là. Allez hop, c'est parti. Hop. Voilà. Hop. Une petite marque, on va pas se tromper. Allez, c'est parti. Alors surtout quand tu fais ça, il ne faut pas s'amuser à tourner comme ça. Sinon la terre elle descend. Donc tu fais nord-sud, est, ouest. Voilà. Hop. Le pitcher. Il faut lui mettre une belle quantité de terre autour des racines, que ça fasse un bloc. Pitcher, c'est du catalan, en français on dirait plutôt appuyer. Là, une petite cuvette devant. Et là, un peu d'eau. Et là, on est bon. Et là, au suivant. Et c'est comme ça qu'il va planter plus de 560 pieds supplémentaires pour cette année. Je vais greffer, donc je vais fabriquer des petits greffons. Pour cela, il me faut un appareil hors du temps. Ça, c'est ma voisine qui me l'a prêté. Prêté à vie. C'est-à-dire qu'elle ne me l'a pas vendu, elle ne me l'a pas donné. Elle me dit, tant que tu en as besoin, tu t'en sers. Je ne t'en sers plus, tu me le rends. Donc là, des sarments que j'ai récupérés sur mes vignes l'an dernier. Les sarments jolis, quoi. Ceux qui sont assez costauds, qui n'ont pas de nions. Et dans le sarment, il faut que tu te serves de la zone fructifère, c'est-à-dire la zone sur laquelle il y avait les grappes. C'est-à-dire, là, tu vois, là, il y avait une grappe, là. Donc tu peux aller jusque là à peu près. Tu prends les greffons jusque là, après le reste, poubelle. Et là, il faut que j'arrive à le fendre. Parce qu'il faut que ce soit une poêle. C'est-à-dire qu'il faut, tu vois là, il faut qu'il y ait autant de bois d'un côté que de l'autre, tu vois. Ouais, cet appareil est plus âgé que moi quand même. Hein. Tu vois que le machin soit pareil des deux côtés. Alors des fois c'est bien réussi, des fois un peu moins, tu vois là, bof. Mais ça devrait aller. Et voilà, premier coup. Donc, là c'est le truc qui est hors du temps, ça, c'est vieux comme le monde ce que je fais là. Le seul truc que j'ai amélioré moi, c'est, enfin, je pense avoir amélioré, c'est la truelle. Pour quand je vais buter après. Ça c'est ce qui va me servir à couper le plan. Allez go. Donc une petite ficelle. Là tu mets le pouce là pour pas que le couteau il te fasse une fente monstrueuse. Tu vois, doucement. Hop, là on est presque bon. Là, il faut que je trouve le griffon qui va avec. Difficile de parler en même temps. Là, doucement. Là, il faut absolument que les deux peaux du griffon et du plat américain soient juste à côté l'une de l'autre, tu vois. Juste superposées. Faut pas qu'il y ait de... C'est pour ça que tu vois que j'appuie avec le couteau. Bon, moi je fais comme ça, c'est-à-dire que là, je fais un nœud là, tu vois. C'est pas plus mal. Et là, je me sers de la ficelle qui est un peu longue. Pour pas qu'il y ait de la terre qui vienne
au niveau de dedans, tu vois, l'autre partie de la greffe. Et là, le petit coup. Et là, l'opération la plus délicate, c'est d'enterrer. Là, il faut que je fasse une petite butte. C'est bien. Parce qu'au cas où, avec cet appareil, à le câble, tu fous un coup sur le greffon, tu peux recommencer. Et là, ça, c'est pour éviter qu'il y ait quelqu'un qui marche dessus. Et c'est comme ça que les greffes vont s'enchaîner, les unes après les autres. Ça, c'est une greffe qui a pris, je dirais, bon, il y a 2 ans. Il y avait encore la ficelle là, tu vois. Là, c'est le plat américain et le greffon, il est là. Et la greffe, elle s'est faite à ce niveau-là. Voilà. T'as vu? Quand tu greffes, tu peux greffer les arbres aussi. Tous les arbres fruitiers se greffent, c'est pas juste la vigne. Et le prochain, je vais aller chercher un pot de... J'y vais de suite, comme ça, c'est marqué dessus, je ne me tromperai pas. Du mastic souple polyvalent qui va nous permettre d'effectuer la greffe sur ce plat américain qui n'avait pas démarré. Là, je ne mets pas de ficelle. De toute façon, il ne faut pas l'enterrer quand tu fais ça. Là, il faut le laisser à l'air libre. Dominique va maintenant nous parler de l'intérêt d'utiliser le soufre sec. Comme beaucoup de confrères, je me sers du soufre sec. Je m'en sers avec cet appareil là, tout en plastique, d'une simplicité déconcertante, et ça sort au niveau de la lance là-bas. C'est certifié pour l'agriculture biologique. Hein. Et tu passerais quand là? Dès que la température dépasse les 20 degrés, 20-22 degrés. Mais ça marche aussi le jour où il y a beaucoup de luminosité. Donc c'est un anti-odium puissant et surtout ça a un petit impact sur les insectes. Une petite valeur insecticide, mais légère. Ça tue pas des millions de bestioles, quoi. Ça les calme. Tu vois les trous là? C'est les sangliers qui l'ont fait. Ils traversent la déviation avec beaucoup d'accidents, beaucoup de bagnoles froissées et 0 sangliers morts. Et après ils passent par là. Donc tu peux le voir. Hein. Tu vois, ça c'est eux. Ça. Tu vois la bourrage là, c'est les plus forts. Il n'y a rien à dire. Et c'est quelques semaines plus tard qu'il va nous montrer une autre méthode de greffe qui date de l'Antiquité. On appelle cela la greffe à l'œil. Donc tu sélectionnes ton fagot de sarment. Avec cette pince, je vais prélever le bourgeon. Tu as vu ça? Bon, la pince, toujours à l'horizontale. Clac. Donc, le bourgeon et ce qu'on appelle la moelle. Tu vois tout ça là? C'est la partie que je vais coller contre le pied. 2 solutions. Soit tu le fais à l'œil, c'est-à-dire que tu fais une plaie comme ça là, il faut que tu sois à 25, tu vois, 25-75 pardon, tu vois, et tu descends et tu fais juste une seule plaie comme ça. Soit tu fais un T, ce que je vais faire là, ce qu'on appelle faire la patte, pencher un peu le couteau, c'est de... Bon, c'est pas violent hein, comme truc, hein. Allez doucement. Là,
Tu décolles un peu l'écorce. Là, il ne faut pas que j'en prenne un trop gros, ni un trop petit. Arriver à le rentrer là-dedans, sans rien casser. Tu vois, doucement. 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 Ça, c'est du téflon. C'est ce qui a remplacé la filasse, tu sais, quand tu avais des... Voilà, j'en ai pris un poil trop, mais bon. Et là, il faut que je fasse une petite incision. Doucement, hein. Donc un petit coup de scie pour faire monter la serre. Comme c'est quand même une petite agression. Là, il faut que tu coupes. Quick. Et là, c'est pas fini. C'est-à-dire que d'ici quelques jours, il faudra que je passe attacher lui s'il prend. Tu vois, sur le fil de fer, c'est pour ça que je le fais le plus haut possible. Et que là, carrément, j'enlève tout ça. Là, comme ça. Et une fois qu'il aura pris, je vais l'attacher. Mais après, il ne faut pas le couper. Il faut que tu le laisses pousser. Cette pièce s'appelle une pince tapenaire. Tout simple, hein. Un rouleau qui passe là. Et des agrafes qui sont là. Alors si tu as des tomates ou des trucs comme ça, tu peux y aller. C'est fait pour. Et c'est à partir du mois de juin que va commencer le traitement de la vigne. Il va donc nous parler de l'intérêt et de la durée de cette action. Aujourd'hui, les traitements anti-mildiou, anti-odium, avec un fongicide qui s'appelle la bouillie bordelaise, marqué là-dessus. Celle-ci, il faut mettre 3 kg à l'hectare. Contre l'odium, c'est du soufre en liquide, avec le petit logo, afin d'avoir un très joli feuillage qui donnera de belles grappes. Le produit le plus efficace dans ce pays, c'est la tramontane. 50 à l'heure, 50 km/h de vent, c'est le meilleur produit qu'il existe. Après, il faut défendre tes grappes, ta vigne. Il ne faut pas laisser la maladie s'installer. Donc pour cela, je suis abonné à la Chambre d'agriculture et tu reçois tous les avis de ce qui se passe en Occitanie. C'est quand même pratique de savoir que le village à côté, les mecs qui commencent à traiter parce qu'ils ont de l'odium. Petits zones de bestioles. Il a la flavescence dorée ou d'autres insectes qui sont nuisibles. C'est un virus qui est trimballé qui est véhiculé par une petite sauterelle. Il est tout petit, déjà pour y tomber dessus, il intervient, c'est pas évident. Et elle est facilement reconnaissable, c'est parce qu'elle marche sur le côté. Tu vois cette feuille, les points bleus, c'est le traitement que j'ai fait hier. Si tu soulèves, ça c'est du mildiou. C'est un champignon qui a aussi un peu d'odium. Là c'est différent, tu vois, c'est juste, là ça fait une espèce de tache d'huile, tu sais. Voilà, tu vois là la différence. Tu vois tous ces petits grains là, c'est les fleurs qui ne se sont pas transformées en grains. Ça s'appelle, sur le grenage, ça s'appelle la coulure, et en catalan espanador. Ça veut dire pareil. Ça veut dire que ta grappe, au lieu d'avoir 300 grains, elle n'en aura que 150. Bon, elle se développera un peu mieux. Et c'est après cette dernière action que le raisin va continuer tranquillement de mûrir jusqu'à sa maturation. Et c'est naturellement quelques semaines plus tard que nous retrouvons Dominique et toutes ses équipes pour la période des vendanges.
On appelle l'équipe des vendangeurs une coille. Comme tu peux le voir, le blanc sur le vert, c'est pas facile à voir. Donc d'entrée, tu enlèves 4 feuilles. Et là, avec ta petite main, tu peux l'attraper. Il faut que tu serres le sécateur contre le sarment. Déjà pour pas te couper. Ouais. Je profite des vendanges pour lui demander son regard sur le métier et surtout sur ce qui a évolué depuis plusieurs années. Ah ben justement, j'en ai pas vu. J'en ai pas vu. Regarde l'évolution de passer de AOC à AOP. C'est une grande escroquerie. On paye les gens pour nous surveiller, alors qu'on sait très bien comment il faut faire. Hein. Si ma vigne il manque des pieds, c'est parce que justement j'ai pas le droit de replanter. C'est pas chez moi. Pourquoi tu veux que je m'emmerde? Je peux me faire virer du jour au lendemain. Tous mes collègues, c'est pareil. Pourquoi tu ne reprends pas tout? Parce qu'il n'y en a pas les rangs. C'est tout. Ça s'arrête là. Parce qu'il faut préciser que tu n'es pas forcément propriétaire. Absolument, tu peux être propriétaire que des pieds et pas du sol, ce qui s'appelle le bail à complet, qui n'existe en France que sur la côte Vermeille. D'ailleurs, ce contrat qui date de 1793, de gueux tu passes à citoyen et de citoyen tu passes à contribuable. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde s'en fout, quoi. Tu morfles, quoi, tout simplement. La crainte, c'est que les braves gens qui nous gouvernent nous imposent des mesures qui sont complètement inadaptées ou préjudiciables. Le jour où il n'y a plus de désherbant, il n'y a plus de vigne. Rêvez plus. De 1500 hectares, tu vas passer à même pas 100. Hein. Tout le monde va laisser tomber. On passera à autre chose. Et là, tu pourras acheter des canadaires. Ça pèse combien à peu près là? C'est sur le dos? Pleine, elle fera entre 35 et 42 kilos par là, un truc comme ça. Pas plus, pas plus. Certains diront plus, mais c'est pas trop vrai. Elle est 45 max. Combien de temps que tu fais les vendanges? Moi, ça va faire 20 ans bientôt. D'accord. Et ben, ça permet de bosser avec des gens vaillants, qui se lèvent tôt le matin, toute l'année, et ça fait bien plaisir. Moi, comme je suis un gros consommateur de vin, forcément, j'apporte ma pierre à l'édifice. 3, 1, 3. Quoi d'autre? Non, c'est des ambiances agréables. Voilà. Ça pourrait presque même être considéré comme des vacances, comme des périodes de vacances. Et je suis sûr qu'il y a des jeunes cadres stressés parisiens à qui, si on proposait ça, on pourrait presque ne pas les payer et qui viennent pour leur plaisir. Bon, bah, on arrive à la période finale. Ouais, c'est un peu. C'est pénible parce que j'ai du mal à établir une quantité de raisin sur pied. J'y suis jamais arrivé. Et la bonne raison, c'est que là, hier, on devait faire 3 tonnes, on en a fait 1,5. Donc, niveau stats, je suis pas bon. Là, il me reste 400 kg de Grenache blanc à faire et 1300 de Vermentino qu'on va revenir faire tout à l'heure. Là, c'est les nombres des personnes qui sont là. Et là, c'est l'heure à laquelle on a commencé. 7h15. Donc ça, il ne faut pas le perdre, tu vois. Ouais. C'est pour ça qu'il est un peu attaché. C'est dans cette ancienne église des Dominicains du XIIIe siècle que les vignerons de Collioure, en 1926, achètent et y installent la cave coopérative. C'est Vincent, responsable du quai de la coopérative, qui nous explique toute la procédure d'arrivage du raisin des différents viticulteurs. On le pèse, on prend le poids et après on prend le degré. Donc là c'est le jus du raisin qui vient de passer. Je le prends.
Et après, avec la lumière, à l'intérieur, c'est dommage parce que à l'intérieur, c'est gradué. Et il y a une graduation blanche en bas et noire en haut. Et on lit, la lecture se fait sur la démarcation des deux. D'accord. Bon, après, là, ce qu'on rentre aujourd'hui, ça va tout en cuve. D'accord. Donc ça part en macération entre 15 et 21 jours à peu près. C'est en fonction, après, c'est en fonction des dégustations. Ouais, donc comment on repère là ce que vous avez pesé, ce que vous avez amené, etc. Avant de vider, tu annonces ton numéro de coopérateur et ton numéro du propriétaire. Et à partir de là, tu fais un ticket. D'accord. Avec tout. La date, le cépage, d'où ça vient, comment, pourquoi, mon extrait de naissance, il y a tout. C'est donc pendant plusieurs semaines que tout le raisin des 160 viticulteurs de Collioure va être amené à la cave coopérative. Il va d'abord être trié, pressé, puis mis en cuve de fermentation grâce au travail de l'œnologue. Le tout sous le contrôle du maître de chez Simon. Comme le veut la tradition, il laisse vieillir le Banyuls dans des vieux foudres en chêne et dans des bonbonnes en verre provenant de l'ancienne dynamiterie de Polille. Donc ces cuves, Sophie, sont là depuis quand? Depuis la création de la cave directement, sachant qu'ils ont... C'est les petits vignerons de Collioure qui ont racheté. Et ça a été mis aux enchères. Et du coup, ils ont racheté en 1926. Ils ont créé la cave coopérative de Collioure. Et du coup, ils ont dû les assembler sur place. En principe, tous ensemble, ça se passe mieux. En principe. Justement, quand on parle de coopérative, comment est composée ta rémunération? Je vais te le dire. Chiffre d'affaires. T'enlèves le salaire des employés. Le matériel informatique, le matériel de cave, les produits de cave, les bouteilles, les étiquettes, les bouchons, les capsules des douanes, les bureaux, les abonnements, tout ce que tu veux. Une fois que tu as enlevé tout ça, l'entretien du toit aussi, qui est pas mal, de la façade qui est en train de tomber aussi. Une fois que tu t'as enlevé ça, tu gardes ce qui reste, tu le divises entre les gens qui ont amené le raisin, en fonction du cépage et en fonction du tonnage que tu as amené. Le paiement, ça se fait en fonction du cépage, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le vin tranquille, le vin blanc, le rosé ou le rouge, celui qui n'est pas effervescent, qui n'est pas sucré, qui n'est pas muté, qui est le vin tranquille qu'on appelle, celui-là, une fois qu'il est vendu, tu commences à encaisser. Tu amènes ton raisin, transformation, vente, et à partir de là, tu encaisses. Et plus tu attends, comme par exemple le Banyuls traditionnel, où tu attends 3 ans, soit 36 mois, ben pendant 36 mois, tu n'as pas un pélo qui rentre. Banyuls Grand Cru, qui est fait exclusivement du grenache noir, il reste dans le fût pendant 5 ans, 60 mois. Alors évidemment, j'en fais, mais pas souvent. Et c'est sur ces images que se termine ce reportage qui vous aura montré, je l'espère, un très joli métier de la terre, celui de viticulteur.